merci d'être venu. Il est temps pour parler de livres peut-être un peu difficiles. Le sujet aussi était ardu, mais je crois qu'il faut été le livre. Et tu connais très bien. On se connaît, on était jeunes et beaux à l'époque, oui, c'est vrai. C'est quoi ce livre? Pourquoi ce livre? Alors, d'abord merci d'être venu, hein. C'est sympa parce que c'est un lieu historique ici. Pour les gens qui ont fait des études comme moi dans les années 60-70, il y avait encore des librairies. C'est pour ça que celle-là, je la respecte particulièrement parce qu'elle maintient le flambeau. Enfin, que les universités sont parties, les lecteurs sont partis, mais il reste le Tirmidh. Bon. Alors, merci de cette invitation. Moi, j'ai pensé que ce livre pouvait intéresser parce que j'en ai fait plusieurs. Disons, pour résumer ma vie, j'ai passé une grande partie de ma vie au ministère de la Défense à faire tout sauf de l'administration, c'est-à-dire des analyses stratégiques, de l'exportation d'armement, du renseignement, de l'intelligence économique aussi, où j'ai dirigé pendant 10 ans une société d'intelligence économique. Donc, si vous voulez, ce qui m'a intéressé et que je ne trouvais pas dans le monde universitaire, c'était les mécanismes de décision du pouvoir. C'est-à-dire, vous connaissez la démarche universitaire, on a un morceau de territoire, un morceau d'histoire, on en est propriétaire. Bon, il ne faut pas que les autres viennent chez toi et tu ne vas pas chez eux, tu vois. Donc c'est une extrême spécialisation. Et moi, ce qui me gênait, c'est que dans un moment justement de mondialisation, on pensait qu'une somme d'indépendance, si tu veux, ne faisait pas une totalité. Donc j'ai commencé d'abord par essayer de, pour avoir passé une vingtaine d'années sur les affaires stratégiques, ce que j'ai appelé la fabrication de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment de guerres qui se sont passées, quand on regarde a posteriori, qui étaient suffisamment aberrantes. C'est donc de savoir comment ça s'est passé. Première remarque, bon, quand un dictateur se lève et qui dit « je vais faire la guerre », il a autour de lui des gens qui lui disent « oui chef, quelle bonne idée chef, on va y aller chef, vous avez raison ». Bon. Scénario Saddam Hussein avec le Koweït. Quand vous avez une guerre faite par une démocratie, vous avez besoin qu'elle soit démocratique, c'est-à-dire vous avez besoin que l'opinion publique adhère au projet. Et pour ça, donc, je vais essayer d'en reparler à l'occasion de ce livre, est né après la disparition de l'URSS ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel. C'est-à-dire des tas de gens qui vont sur les plateaux télé pour expliquer pourquoi il faut aller faire la guerre, où il faut aller faire la guerre, contre qui il faut aller faire la guerre. Et évidemment, on a tous l'exemple de BHL, si vous voulez, avec la Libye, vous montre la puissance de ce complexe. Alors, ça n'est que le navire amiral, BHL, mais il y en a plein qui vont expliquer pourquoi il faut aller faire la guerre, pourquoi il faut envoyer du militaire, avec une différence essentielle, c'est qu'ils n'y vont pas eux-mêmes. C'est ni Hemingway, ni Malraux, ni Régis Debray, ce sont des gens qui expliquent pourquoi il faut envoyer des militaires. Donc, dans cette étude qui m'a paru intéressante, c'est-à-dire, encore une fois, c'est comment fonctionne le mécanisme décisionnel auquel j'ai surtout participé, c'est-à-dire comment est-ce que la connaissance va être intégrée dans les décisions. Vous savez, j'ai commencé par des études d'histoire. Les études d'histoire, c'est intéressant parce que ça met de l'ordre dans le passé. Hein. Ça ne vous décrit pas le passé, ça vous met de l'ordre. Donc ça part de certains postulats dont j'ai pu constater qu'ils étaient faux. C'est qu'on supposait toujours que le décideur était rationnel, qu'il avait lu les dossiers, qu'il était bien conseillé, et que s'il avait pris telle décision pour telle raison, c'était objectivement pour telle et telle raison. Bon, souvent l'idéologie venait apporter. Et en fait, ce que j'ai constaté dans la vie, c'est que ce n'était pas aussi simple que ça. Première chose. Deuxième remarque, quand on était dans l'Est-Ouest, on n'avait pas de problème puisqu'on savait qui était l'ennemi principal, donc il y avait tout un paradigme intellectuel où telle crise, il ne fallait pas la négliger parce que c'était l'autre qui risquait de s'en occuper. Donc on avait une espèce de vision planétaire dans laquelle effectivement vous aviez des penseurs officiels et puis, encore une fois, des gens qui disaient ça c'est important parce que les Russes vont faire ci, les Russes vont faire ça. Le basculement se fait dans les années 90. Avec deux épisodes qui sont évidemment la disparition de l'URSS et la guerre du Golfe. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Donc tout à coup, vous avez une mobilisation internationale pour aller défendre cette grande démocratie qu'est le Koweït contre cet ancien ponderdiste devenu dictateur hitlérien, c'est Saddam Hussein. 35 pays se mobilisent avec une guerre programmée, c'est-à-dire on lui dit « tu as 6 mois pour quitter le Koweït ». Et donc au jour J, annoncé, effectivement, savait que la guerre commencerait. Ce qui est intéressant dans la transformation qu'on a vécue, c'est que, en fait, la guerre devient un spectacle télévisé. Donc vous vous souvenez, si vous étiez à l'époque en France, vous aviez la 5 et CNN, tous les jours on venait voir, il fallait de l'information, même s'il ne se passait rien.
Donc vous voyez, on s'habitue progressivement à ce que la guerre soit un spectacle qui va faire fonctionner les chaînes d'infos en continu. Et maintenant, on en a 4. Donc vous voyez qu'il faut trouver des experts pour peupler les chaînes d'infos. Et donc on a cette guerre, si vous voulez, qui se transforme progressivement comme un spectacle. Et deuxième conséquence de la guerre du Koweït, c'est que la guerre de Saddam Hussein était présentée comme la 4e armée du monde. Et en fait, cette 4e armée va être battue en 120 heures, c'est-à-dire en moins de 5 jours. Donc d'abord, on n'a jamais su qui était la 3e, mais enfin celle-là, c'est la 4e. Et donc, on est convaincus, nous, occidentaux, qu'on a l'arme absolue. C'est-à-dire on a une supériorité militaire tellement avérée qu'on va s'institutionnaliser comme gendarme de la planète. Et on va faire environ une vingtaine d'interventions militaires dans la décennie 90 jusqu'aux attentats du 11 septembre. Pourquoi je dis ça? Parce que, si vous voulez, le rapport à la chose militaire et à la crise elle-même, je l'ai vécu de l'intérieur. C'est-à-dire que le décideur ne raisonnait plus comme pendant la guerre froide en se disant « qu'est-ce que vont faire les Russes ?» Il se disait « est-ce que je gagne les municipales ?» Tu vois, c'est-à-dire que s'il décidait d'envoyer des militaires, il se disait que, bon, après tout, ça doit m'apporter quelques points. Mais l'objet, c'est-à-dire la crise elle-même, si vous voulez, intéressait peu, parce qu'on pensait que cette supériorité militaire suffirait à calmer tout le monde. On était tellement convaincus, tu l'as vu à Sarajevo, on a mis des casques bleus français et anglais, ça n'a pas arrêté les Serbes du tout, mais on en était un peu convaincus. Deuxième basculement important, évidemment, et puis j'arriverai après sur mon bouquin, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, parce qu'évidemment, le choc aux États-Unis est tel que, évidemment, vous avez un pays totalement tétanisé par ça, transmis en direct sur la planète entière, les tours qui s'écroulent, on peut imaginer. Pour un pays qui n'a jamais connu la guerre, sur son territoire, le choc était gigantesque. Et alors se passe une crise identitaire aux États-Unis qui est pourquoi nous? Alors vous avez deux questions face à ça. C'est soit il faut s'expliquer pourquoi les États-Unis sont détestés, mais apparaissent à ce moment-là une autre catégorie de ce complexe militaro-intellectuel qui sont les psys. Et les psys arrivent en disant non, mais attendez, vous êtes normaux, c'est l'autre qui est fou. Vous le voyez avec Poutine aujourd'hui. J'ai compté qu'il y avait une dizaine de psys qui avaient diagnostiqué Poutine sans jamais l'avoir rencontré. Alors, il y a 2 ou 3 psys qui ont dit « excusez-moi, moi je ne peux pas apparaître sur un plateau télé pour parler d'un type que je n'ai jamais rencontré, c'est mon éthique. » Donc vous voyez comment se sont stratifiés au fur et à mesure des gens qui sont des intellectuels médiatiques, vous allez avoir des humanitaires, vous allez avoir des journalistes, vous allez avoir des diasporas, vous allez avoir des psys qui vont tous contribuer sur cette scène politique que devient le plateau télé, le plateau de chaîne d'information en continu, l'endroit dans lequel on va interpeller le pouvoir politique. J'en viens, je sais qui sont les gentils, je sais qui sont les méchants, on ne peut pas ne pas. Tu vois, la double négation servant de preuve. Donc j'arrête, si vous voulez, sur ce déroulé historique, mais c'est pour vous expliquer un peu comment je suis arrivé avant de la guerre et puis ensuite à ce bouquin sur le salafisme. Alors, dans cette sociologie, si vous voulez, de la décision, je crois qu'il faut aussi comprendre comment est fabriqué un homme politique. Si vous faites dans le système français, par exemple, vous faites classe prépa, Normal Sup, Sciences Po, ENA, Grand Corps, cabinet, ça veut dire que dans 10 ans de votre vie, vous n'avez pas touché terre. Vous n'avez fait que des études, c'est-à-dire une approche théorique d'une réalité compliquée. Et donc, vous avez des gens qui sont en mesure, à qui on va demander d'exercer une gestion, un pouvoir sur la France, qui connaissent déjà encore un peu, mais sur le reste du monde, pas du tout. L'exemple suprême, c'est George Bush, fils, qui n'était allé qu'une seule fois au Mexique pendant sa université, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais quitté les États-Unis. Bon. Et quand on est quand même théoriquement le leader de la planète, on peut comprendre que finalement, entouré par des gens qui lui décrivaient la planète, si vous voulez, il prenait plus facilement les analyses que la réalité. Alors, après le 11 septembre, vous connaissez cet enchaînement formidable, et déjà on a une autre catégorie qui apparaît, ou en tout cas qui va se matérialiser, mais sur laquelle on a beaucoup réfléchi, c'est les radicalismes religieux. Bon, il est évident qu'en France, le seul radicalisme religieux qu'on connaisse, c'est l'islamisme. Et donc là, on a tout un discours sur la dérive de l'islam, etc. Moi, j'ai pensé que c'était un peu insuffisant. Et j'ai écrit un bouquin qui s'appelait « Avec Dieu, on ne discute pas » sur les radicalismes religieux, que j'ai sous-titré « Désislamiser le débat ». On le voit aujourd'hui en Israël, c'est-à-dire que vous avez en Israël, effectivement, le Hamas d'un côté, mais vous avez les juifs radicaux qui font des colonies dans la Cisjordanie, qui se font protéger par l'armée sur des voies qui sont réservées à la circulation de l'armée. Donc vous avez ici, là, des juifs religieux qui sont une des bases du soutien de Netanyahou et auxquels ils cèdent continuellement. Or, on voit bien que ce sont des gens qui foutent le feu, puisque finalement,
l'explosion de la bande de Gaza risque très bien de dériver sur une explosion de la Cisjordanie. À côté de ça, vous avez des religions dans lesquelles... Alors, côté américain, ce qui est très intéressant, c'est que ce radicalisme religieux, c'est ce qu'on appelle les néo-évangéliques. Les néo-évangéliques sont des gens qui, si vous voulez, au départ, les pères fondateurs sont des protestants chassés par les guerres de religion. Donc ils arrivent aux États-Unis, c'est la terre promise, et donc ils vont créer cette société américaine avec une très forte identité religieuse. Ce qui va commencer à les inquiéter, c'est quand arrivent à la fin du 19e siècle des Italiens, des Espagnols, des Sud-Américains, c'est-à-dire des catholiques, des Irlandais aussi. Et il y a une espèce de crispation dans le protestantisme américain qui va donner naissance au néo-évangélisme, qui est justement cette idée que non, notre identité nationale, ce n'est pas celle-là. Donc, ils auront beaucoup de mal avec tous ces nouveaux arrivants dans lesquels les catholiques sont très nombreux. Et paradoxalement, on va avoir dans cette identité néo-évangélique un moment qui s'appelle les rencontres d'Arusha, où tout à coup ils se réunissent pour s'interroger sur qu'est-ce qui va se passer avec tous ces catholiques qui arrivent. Et c'est à ce moment-là qu'ils formalisent une espèce de vision du monde qu'on va retrouver autour de George Bush, où on va le retrouver. Regardez par exemple, George Bush était un mec qui, pendant sa jeunesse, buvait, etc., draguait tout ce qu'il voulait, puis tout à coup, il bascule dans la religion. C'est-à-dire, on a le phénomène de la conversion radicale qu'on connaît sur d'autres sociologies, mais si vous voulez, quand on parle des États-Unis, on dit c'est pas pareil, c'est une démocratie. Bon. Dernière remarque, quand dans les débats vous dites mais attendez, une démocratie n'est pas pacifiste par nature et une dictature n'est pas belliciste par nature, mais non, attendez, une démocratie, quand on a eu la France et la Grande-Bretagne, qu'on a colonisé la moitié de la planète, on se dit quand même que c'est pas si évident que ça. Mais non, cette identité qui est la base de beaucoup d'analyses stratégiques, c'est que la démocratie est effectivement pacifiste. Moi, mon truc, c'est de dire non, quand c'est une guerre déclenchée par une démocratie, il faut convaincre l'opinion. C'est ça la différence avec une guerre déclenchée par un dictateur. Et donc convaincre l'opinion, ça fait appel à ce mécanisme sociologique dont je vous parle, c'est-à-dire ces complexes militaro-intellectuels qui vont arriver sur le plateau télé en disant oui, j'en viens, je vu qui sont les gentils, les méchants, les massacres. Alors, bon, il y a un terme qui a beaucoup perdu de sa valeur, c'est le terme de génocide, parce que si tu arrives sur un plateau télé, tu te contentes d'annoncer un massacre, c'est pas suffisant. Si tu dis c'est un génocide en préparation, à ce moment-là, ça déclenche, si tu veux, quelque chose qui est la culpabilité de la Shoah, etc. Donc il y a des mots-clés comme ça qu'il faut apprendre. Donc, si vous voulez, quand j'ai écrit le bouquin Vent de la guerre, c'est parce que c'est ça qui m'a fasciné. C'est que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris comme historien, si vous voulez, était basé sur une espèce d'approche théorique de la planète et dans laquelle, effectivement, le mécanisme décisionnel lui-même n'était pas celui que j'avais pratiqué. Je vous cite un exemple. En 1994, j'étais à l'époque à la délégation aux affaires stratégiques, une direction qu'avait voulu Jox, parce qu'il estimait qu'il n'avait pas d'analyse spécifique sur les risques de guerre. Dans cette délégation, j'avais un bureau Afrique et un jour, on se dit, mais Rwanda, où c'est le Rwanda? On avait du mal à chercher, si tu veux, sur la carte. On se disait, mais qu'est-ce qu'on fout au Rwanda? Enfin bref. Bref, j'ai écrit un papier qui s'appelait poliment plaidoyer pour un réexamen de la politique française au Rwanda. Tu vois, comme je suis diplomate quand même. Et je disais que je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. On me racontait Fachoda, le retour des Anglais, machin, les massacres. Je me fais engueuler par le cabinet militaire qui me dit quand on ne connaît pas un sujet, on n'écrit pas dessus. 3 mois plus tard, le génocide commence. Vous connaissez le génocide à la machette, enfin, génocide artisanal. Hein. C'est vraiment le massacre du voisin sur le voisin. Et tous les gens qui avaient géré le Rwanda sont tous restés en place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand on a un mécanisme sociologique de décision comme ça, il y a rarement un type qui est destitué, même s'il a trempé jusqu'au bout, non pas dans une politique de soutien, mais dans une erreur d'analyse stratégique gigantesque. Alors après coup, on a fait avec mes collaborateurs un travail qui me préoccupait beaucoup, c'était de me dire, mais finalement, est-ce que les autorités politiques avaient des moyens de savoir ce qui allait se préparer? C'était quand même une question essentielle, il y avait 800 000 morts en 6 semaines, donc vraiment. Et alors on a fait un exercice très intéressant, parce qu'on a repris tous les télégrammes diplomatiques, toutes les notes de renseignement de la DGSE, toutes les notes de la direction des renseignements militaires sur la période avant crise, pendant crise, après crise. Les télégrammes diplomatiques, ça décrivait la vie politique à Kigali comme si on était ici, tu sais. Le Parti libéral-démocrate va s'allier au Parti républicain pour les prochaines élections. Donc les diplomates faux cul de bout en bout. Alors qu'il y avait dans les rues des affiches pour tuer les cafards. Enfin, c'était la DRM s'occupait de la crise qui se passait dans l'Est, donc on n'était que sur des questions militaires. Et une note de la DGSE qui dit il y a une ambiance qui est douteuse, enfin quelque chose qui se prépare, mais le type n'arrivait pas à savoir ce que c'était. Évidemment, on pouvait le comprendre. Personne ne pouvait prévoir la violence de ce qui allait se déclencher. Je n'ai jamais réussi à savoir jusqu'où cette note était montée. Parce que vous voyez, quand vous êtes dans une hiérarchie, vous avez toujours un chef au-dessus de vous qui dit
Bon, enfin, il est tout seul à dire ça, ce type. Est-ce que je transmets ça à mes chefs? Est-ce que je réveille le président? Tu vois la question? Tout le monde connaît ce genre de posture sociologique. Oui, mais enfin, on attend confirmation. Bon, la confirmation est arrivée quelques semaines après, puisque vous connaissez la suite. Et ça a été très intéressant, parce qu'encore une fois, cette sociologie de la décision était un sujet qui, moi, me passionnait, puisque c'est celle que j'avais pratiquée. Et évidemment, en plus, comme à l'époque où on créait la délégation d'affaires stratégiques, on avait de l'argent, donc on finançait des études. On finançait en particulier des gens pour qu'ils nous apportent quelque chose qui était une connaissance consommable, pas une connaissance théorique sur, il faut ensuite déboucher sur d'autres études, on ne peut pas être si précis, des choses comme ça. Mais évidemment, il y avait un vivier de connaissances qui était fort remarquable, de gens qui effectivement travaillaient bien, mais encore une fois, attirer l'attention d'un politique sur un sujet, évidemment, quand il y a 400 crises à la surface de la planète, on comprend qu'ils sont un peu perdus, le décideur, si on ne lui fait pas ce filtre pour lui dire attention, bon, celui-là, il a une grande gueule, mais il raconte n'importe quoi, et puis, etc., etc. Parce qu'ensuite, vous avez toutes les connivences. On le voit bien avec BHL. BHL, il est très copain avec Bolloré, donc il a une chronique dans Le Point en dernière page. Et alors, il y a 2 semaines ou une semaine, il écrit un article « Je vous écris d'Israël ». Alors, j'ai envoyé un mot en disant « Est-ce que la semaine prochaine, tu fais « Je vous écris de Gaza ». Je ne sais pas pourquoi, il ne m'a pas répondu. Tu vois comment le système fonctionne, c'est-à-dire il y a des positions institutionnelles qui sont des gens qui vont utiliser soit le média, soit la connivence avec le politique, soit leur posture pour éventuellement provoquer une intervention militaire. Autre exemple, si vous voulez que je cite assez souvent, intervention en Somalie. Somalie, c'est la première intervention militaro-humanitaire. Vous savez que les humanitaires se sont toujours opposés à ce qu'il y ait des militaires sur les crises parce qu'ils disent, nous, on veut être neutre, on veut pouvoir soigner les deux côtés. Dans le cas de la Somalie, vous vous souvenez du scénario, il y avait des types qui pillaient les convois humanitaires. Bon. Donc évidemment, c'est un côté scandaleux. On se dit, mais attendez, ces types, c'est scandaleux, c'est des chefs de guerre, des voleurs, tout ce qu'on veut. J'en parle avec Broman, fondateur de Médecins sans frontières, qui dit, écoute, j'ai appelé mes équipes sur place, ils me disent que les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs. Ce sont des types qui estiment que leur clan est mal servi, donc ils répartissent, ils ne revendent pas. C'était quand même une information qui avait son poids dans le truc. Donc il dit en augmentant la quantité, on devrait pouvoir limiter, si vous voulez, les pillages et la conflictualité. Il va à Bruxelles, il va à New York, peu importe. Et pendant qu'il est là-bas, Kouchner, ancien humanitaire devenu ministre, décide l'intervention militaire. Tu vois, le glissement de sens ou le glissement de fonction d'un individu qui, encore une fois, était lui aussi à l'origine de l'humanitaire, si tu veux, en France. Bon. Et donc, vous connaissez la fin de l'histoire. Pour apporter de l'aide humanitaire, les Américains voulaient contrôler le port de Mogadiscio, qui était tenu par un chef de guerre qui s'appelait Haïdid, qui n'avait aucune intention de laisser la place. Quand les Américains ont fait une opération militaire pour les débusquer, il a réussi à abattre un hélicoptère, 20 GIs tués. Les Américains ont dit, mais il n'y a aucun Africain qui mérite la mort de GIs. Et ils ont tout remballé, ils sont tout repartis. Ils n'ont même pas informé qu'il partait. Donc vous voyez cette volatilité de l'action militaire qui, encore une fois, entre dans le processus décisionnel. Pourquoi ça a été décidé et pourquoi l'intervention a été décidée, pourquoi le retrait a été décidé. Et donc ça, c'est une des nouvelles caractéristiques, encore une fois, de la décision politico-militaire. Alors, parmi les décisions sur lesquelles aussi je me suis penché, qui à chaque fois, vous avez... si vous reprenez le fil du 11 septembre, rappelez-vous que quand l'URSS disparaît, bon, moi j'étais à affaires stratégiques, c'est ennuyeux quand il n'y a plus d'ennemis, parce que soit on licencie, soit on en invente, quoi, avec 2 solutions. Hein, bon. Les Américains ont été plus rapides que nous, puisqu'ils ont écrit le clash des civilisations, la fin de l'histoire, etc. Et le clash des civilisations a été traduit en 35 langues. Donc ça formate un peu le débat quand même dans un certain nombre de pays. Donc vous connaissez la thématique, les Occidentaux sont pacifistes, les entités culturelles menaçantes, c'est le monde arabo-musulman et puis le monde chinois. L'autre, Fukuyama, lui c'était plus clair, c'est le triomphe de la démocratie libérale, etc. Fukuyama va soutenir la guerre en Irak. C'est-à-dire tu te dis, mais comment le type passe d'un modèle comme celui-là au soutien de la guerre en Irak? La guerre en Irak, encore une fois, c'est le traumatisme, si vous voulez, qui est créé. C'est le traumatisme qui est créé par ce choc incroyable qu'ont vécu les États-Unis. Et donc, rappelez-vous qu'en janvier 2002, George Bush fait ce discours sur l'état de l'Union dans lequel il dit les axes du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Vous imaginez la tête des Nord-Coréens quand ils ont appris qu'ils étaient les axes du mal, quoi. Il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes, mais pas un mot sur l'Arabie Saoudite.
Donc vous voyez, ce sont ces mécanismes-là qui font que comment est-ce qu'on arrive à ce genre de décisions qui étaient aberrantes dans leur principe, mais qui ont été publiquement annoncées, quoi. Alors vous connaissez le truc, l'Afghanistan, vous inquiétez pas chef, on va vous faire ça vite fait, l'Afghanistan, il y a Ben Laden là-bas, etc., etc. Il n'y avait pas un type qui avait mis les pieds en Afghanistan, j'en suis à peu près convaincu. Ils avaient soutenu Ben Laden, mais tout était médiatisé par Ben Laden. L'Afghanistan, ils avaient déjà gonflé les Anglais au 19e siècle, les Russes, au bout de 10 ans, s'en étaient retirés, les Américains, ils sont arrivés en toute bonne conscience, il n'y a pas de problème, on va vous faire ça vite fait. Mais l'Afghanistan, pour les gens qui y ont mis les pieds, enfin moi ça m'était arrivé avant, les Russes, heureusement, après quand ils sont arrivés, j'y suis plus allé, mais l'Afghanistan, on s'aperçoit très vite que c'est ce qu'on appelle en géopolitique une zone de confins. C'est-à-dire c'est une zone où se sont réfugiées toutes les populations minoritaires qui étaient persécutées par les empires environnants. L'empire perse, l'empire russe, les Moghols, etc. Et donc l'Afghanistan, c'est une espèce de plissé montagneux dans lequel chaque vallée est différente de la vallée à côté. Donc vous pouvez toujours prendre la capitale, c'est absolument pas un problème. D'ailleurs, personne ne la défend. Mais par contre, si vous voulez vous attaquer au Pashtun, il faut prendre tel truc, etc. Si vous voulez vous attaquer au Hazara, c'est tel truc, etc. Et donc, personne ne voulait risquer, si vous voulez, les centaines de milliers d'hommes qu'il aurait fallu. Donc les Russes, d'ailleurs Olivier Roy le disait à l'époque, il disait, mais c'est bizarre, les Russes ne sortent pas quand il y avait sortent pas de leur truc, ils ne se battent pas, ils s'emmerdent, ils ont une envie, c'est de rentrer. Et comme il donnait à ce moment-là une image de l'armée rouge, qui n'était pas celle qu'on lisait dans les livres ici, si tu veux, on lui disait non, non, mais ça c'est pas. Or, il traduisait des problèmes qu'on connaît partout, c'est-à-dire des problèmes d'intendance, des problèmes de combativité, etc., etc. Mais personne ne voulait écouter Olivier Roy en disant attendez, nous on la connaît, l'armée rouge, les déferlements de chars dans les plaines d'Europe centrale, etc. Mais déjà, ce qu'on constate en Ukraine aujourd'hui. Alors, dans cette époque-là, donc, quand les Russes finalement se retirent, vous avez quelques années, si vous voulez, puis ensuite, vous avez cette décision américaine d'y aller. Et toujours pareil, parce que probablement, le chef est entouré par des gens qui vous disent, mais attendez, l'Afghanistan, cher ami, l'Afghanistan, bon. Et puis, vous connaissez la suite, 20 ans. Les Américains, ils sont restés 20 ans. Et à chaque fois, évidemment, c'était en croyant que de toute façon, la supériorité militaire contribuait à résoudre une crise politique. Mais dans aucun pays du monde, quand tu vois arriver des militaires étrangers casqués, tu penses que ces gens-là sont là pour ton bien. Tu vois, je veux dire. Mais cette simple idée, parce qu'on était le pays du bien, de la démocratie qui avait triomphé de l'Union soviétique, on ne pouvait qu'être bien accueilli. Bon. Donc, si tu veux, c'est ce processus-là qui m'a intéressé, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va décider telle intervention militaire sur tel endroit du monde, pas encore une fois parce que le choix est ouvert, et la médiatisation dans le choix va être faite par ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, c'est-à-dire on va décider par exemple d'aller au Timor. Ne me demandez pas où est le Timor, j'ai eu du mal à le repérer si vous voulez. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est en train de bloquer, puisque la crise la plus grave aujourd'hui, c'est la crise du Congo. La crise du Congo, c'est à peu près, il y a une cinquantaine de milices, si vous voulez, différentes. On doit en être à 10 millions de morts à peu près. Et donc, normalement, il y a largement de quoi... Il y a largement de quoi se préoccuper, mais qui va risquer ces hommes pour aller au Congo? Bon. Petite anecdote que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est l'histoire du Congo, mérite qu'on y revienne une minute. Quand Français, Anglais et Allemands étaient en train de coloniser l'Afrique, donc c'était... Vous ne voulez pas une chaise, là? Je vois que vous êtes debout, là. Vous voulez pas une chaise? Ah, d'accord. Donc Français, Anglais et Allemands colonisaient, mais par le littoral, puisque c'était une colonisation venue de la mer. Et il y avait donc un moment de risque de se rencontrer au milieu de l'Afrique. Et la zone neutre, si vous voulez, qui était la zone tampon dans laquelle il fallait essayer d'éviter de se rencontrer, c'était le Congo. Enfin, en tout cas, c'était le bassin central. Le roi Léopold II trouvait que les Belges n'étaient pas assez colonisateurs. Ils trouvaient qu'ils avaient du retard à l'allumage, que tous les autres étaient en train de se partager le monde, et lui, il ne comprenait pas pourquoi. Bon, mais l'opinion n'était pas très convaincue. Bon. Donc, il va faire une conférence qui va payer de ses deniers, qui va être la conférence de Berlin. Dans la conférence de Berlin, c'est comment empêcher la guerre en Afrique, quoi. Et donc, il arrive à leur vendre un projet extraordinaire, c'est de dire, mais attendez, le Congo, c'est la zone tampon qu'il faut conserver, et tout le monde va tomber d'accord pour que ça devienne une propriété personnelle du roi des Belges. Si vous voulez, je vous le répète doucement, c'est une propriété personnelle du roi des Belges. Pays dans lequel il n'a jamais mis les pieds, évidemment. Le roi des Belges, il ne va pas aller au Congo. Mais il a surtout développé une pratique qui est absolument odieuse, c'est qu'il faisait exploiter le Congo, il y avait du diamant, il y avait des tas de choses, etc., par des milices. Les miliciens avaient un nombre de cartouches limité parce qu'ils devaient pourchasser les fuyards qui refusaient le travail forcé. Et donc la preuve qu'ils devaient rapporter qu'ils avaient tué le fuyard, c'est de rapporter une main. Ils devaient couper une main au cadavre.
Il y a un bouquin qui s'appelle « Il pleut des mains sur le Congo », qui est écrit par un auteur belge, qui raconte cette effroyable pratique. Parce que quand le type utilisait des cartouches pour braconner, il fallait qu'il rattrape les statistiques. Et donc il tuait un individu quelconque, si tu veux, ou il coupait les mains d'un individu quelconque, même si ce n'était pas un fuyard, encore une fois pour tenir cette comptabilité morbide des mains coupées. Donc si tu veux, tout ça, ça fait partie de cette espèce de passé qu'évidemment nous, dont on ne se valorise pas quand même. Hein. Léopold, il y a toujours une statue à Bruxelles. Mais quand même, ça vous donne une idée, si vous voulez, encore une fois, que le décideur n'est jamais l'individu rationnel qu'on va raconter dans les livres d'histoire. En tout cas, j'ai été historien, donc je sais comment on fait, si tu veux, pour donner du contenu à des choses qui sont parfois aussi aberrantes et aussi difficilement compréhensibles. Donc, si vous voulez, la première chose que j'ai appelée le vent de la guerre, c'est-à-dire, encore une fois, les plateaux télé sont peuplés de gens qui vont venir expliquer ce qu'ils savent. Bon. Je vous ferai remarquer que quand il y a eu le Covid, les plateaux télé sont remplis de médecins qui sont venus expliquer une maladie qu'on ne connaissait pas. Ça veut bien dire que l'appétence médiatique fait que tu deviens expert si tu apparais sur le plateau télé. Tu vois, ça veut dire. Et c'est une transformation assez fondamentale, tu vois. Le système, ça veut dire que si on a le droit d'accès, eh ben, après tout, vous devez être sérieux puisque vous avez été sélectionné. Mais une chaîne d'infos en continu, c'est 1 heure. Sur 1 heure d'infos, 1 heure de chaîne d'infos en continu, vous avez un quart d'heure à peu près de journal répété, plus la publicité ou 15-20 minutes. Le reste, ça doit être du débat. Mais si vous pensez qu'il faut 4 personnes pour faire un débat, si vous voulez faire 1 demi-heure ou 8 personnes, si vous voulez en faire 2, que vous 5 chaînes d'information, ça vous fait 5 fois 8, 40, ça vous en faut 40 par jour. Et si vous calculez ça sur la durée d'une crise, vous voyez comment au fur et à mesure, on va être obligé d'aller chercher, si vous voulez, de plus en plus loin, des gens qu'on va qualifier, labelliser experts, parce que, encore une fois, il faut peupler ce nouveau mécanisme décisionnel qui est les choses se discutent sur la chaîne d'infos en continu, d'où va être interpellé le pouvoir politique. Donc, ce mécanisme sociologique-là, c'est plus du tout l'analyse que faisait Eisenhower. Vous vous souvenez, quand il parlait du complexe militaro-industriel, lui, il était dans la guerre froide, il sortait de la guerre, il voyait bien qu'il y avait une concurrence par les armements avec l'Union soviétique, mais il se rendait compte que les industriels avaient un pouvoir sur lequel ils commençaient à redouter leur influence. Bon. Mais j'ai travaillé pour les industriels d'armement, c'est-à-dire que quand j'étais au ministère de la Défense, après avoir créé la délégation des affaires stratégiques, il y a un copain qui était à la délégation générale pour l'armement qui m'a proposé un poste. Il m'a proposé un poste pour s'occuper de la politique d'exportation. Bon. Je me suis dit, étant donné que je suis contre, c'est tellement facile d'être contre quand on est dehors, commencez quand on est dedans. Or, tu vois, notre formation, c'est qu'on apprend à bien faire ce qu'on vous demande de faire. Mais quand vous vendez des armes, qu'est-ce que c'est bien faire? C'est vendre plus ou c'est vendre mieux? Vous voyez comment on peut sortir de toutes les contradictions par une habileté intellectuelle dont je peux me vanter assez facilement. Un exemple, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite était pendant 20 ans notre meilleur client. En moyenne, lycée, il n'y avait pas toujours des énormes contrats, mais enfin, les taux multiplicateurs étaient tels que quand tu faisais la moyenne, tu ne pouvais que te féliciter de vendre à l'Arabie Saoudite. D'autant plus que l'Arabie Saoudite ne faisait pas la guerre. Elle achetait des garanties de sécurité, c'est-à-dire qu'on lui garantissait qu'elle serait approvisionnée s'il y avait la guerre, qu'on viendrait donner un coup de main, etc., etc. Et de fait, elle n'a jamais fait la guerre à Israël. Une fois en 67, elle a envoyé une brigade, mais elle est arrivée trop tard. C'était la guerre des 6 jours, elle est arrivée, il n'y avait plus la guerre. Donc, si vous voulez, on est dans cette situation étonnante où on pouvait toujours approvisionner, ça risquait rien. Là où ça commence à poser un hiatus, c'est avec le Yémen. Parce qu'avec le Yémen, ils utilisent des avions américains, des missiles français et anglais. Donc on ne peut plus considérer, si tu veux, que le schéma sur lequel j'étais tranquille fonctionnait. Moi, j'avais quitté entre-temps, mais si tu veux, tu vois bien que comment tu peux te trouver à voir fonctionner un système de l'intérieur avec des gens qui sont honnêtes, qui sont compétents, tout ce que tu veux. Mais évidemment, l'important, c'est l'emballage que tu vas donner à cette posture-là. Voilà, donc, dernière remarque, et ça, c'est plutôt sur un bouquin sur lequel je travaille aujourd'hui. Rappelez-vous que en 1945, quand on fait le procès de Nuremberg, rappelez-vous, on va juger les chefs nazis pour avoir provoqué la guerre, pour la Shoah, pour les exterminations, pour les bombardements aériens, etc., etc. Donc vous avez là les 5 occidentaux. Et je crois que d'ailleurs que le procureur soviétique était celui qui avait fait les procès de Moscou juste avant. Mais enfin bon, c'est pas grave, puisqu'il savait comment accuser et convaincre qu'il était, de toute façon, que les condamnés devaient être condamnés. Il avait du savoir-faire, cet homme. Bref. Pendant qu'on est dans le procès de Nuremberg, on commence la recolonisation. C'est-à-dire, pendant qu'on est dans le procès, on a les émeutes de Sétif, qui vont être réprimées dans le sang, en Algérie.
le bombardement d'Haiphong, fait par un ancien gaulliste, compagnon de la libération, l'amiral d'Argentlieu. C'est-à-dire que, alors qu'on est en train de condamner les mecs qui ont déclenché la guerre, on provoque la guerre et on aura dans ces guerres de décolonisation la même pratique que celles pour lesquelles on a condamné les Allemands, puisqu'il va y avoir torture, il va y avoir déplacement de population, il va y avoir bombardement de population civile, etc. C'est-à-dire, vous voyez, c'est ce hiatus-là, c'est-à-dire comment on se convainc soi-même que finalement, nous, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est absolument fascinant, puisque évidemment, on va avoir, vous le savez bien, avec le Vietnam, et puis ensuite les Américains vont enchaîner, parce qu'eux aussi, ils étaient convaincus que le Vietnam, c'était pas un problème, ils allaient vous faire ça vite fait. À chaque fois, je n'ai pas pu en parler avec des Américains, mais la chose est en soi assez intéressante. Dernier épisode, vous le connaissez, c'est le déclenchement de la guerre en Irak. Alors, l'opinion publique américaine, ils merdaient un peu, ils n'avaient pas trop envie, ils se disaient pourquoi l'Irak, bref. Il fallait une guerre, de toute façon, ça on est d'accord, mais on ne va pas faire la guerre à l'Arabie Saoudite. Bon, donc on va faire la guerre d'Irak. Comme l'opinion publique n'était pas très convaincue, il va y avoir cette scène extraordinaire que vous avez vue, cette jeune fille qui, devant le Congrès, va pleurer en expliquant qu'elle travaillait dans une nurserie, que les Irakiens sont arrivés, ils ont jeté les bébés par terre, ils ont volé les couveuses pour les ramener à Bagdad. La fille était incroyablement convaincante, parce qu'elle elle pleurait, évidemment. Il y a un journaliste qui a cherché son nom et qui s'est dit « mais c'est la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, elle n'a jamais été au Koweït pendant la chose ». Donc ça avait été monté complètement par une boîte de com, et ça a été révélé. Cela dit, comme la guerre était commencée, bon, c'était fini. Ça, c'était Koweït. Après, il y a eu mieux, il y avait avec l'Irak. Pour le Koweït, rappelle-toi, c'était le caractère pathétique de la nécessité de l'intervention. Pour l'Irak, rappelez-vous, c'était l'affaire de la petite fiole. C'est-à-dire que vous avez un Colin Powell, qui était le grand concurrent de George Bush, qui risquait de se présenter contre lui, et il était le vainqueur de la guerre du Golfe, donc il était au sommet de son triomphe, et donc il fallait le flinguer. Donc, si quelqu'un lui a confié une fiole en lui disant « vous savez patron, là-dedans vous avez les preuves », c'est que c'est un proche, un type en qui il avait confiance. Donc il y a eu une manip interne au Parti républicain pour que Colin Powell soit complètement éliminé de la course. Donc effectivement, vous vous souvenez, j'ai la preuve ici, etc. Bon, moi je me suis toujours demandé s'il avait laissé tomber sa fiole, qu'est-ce qui se serait passé, parce que c'était rigolo quand même. Là, vous auriez toute l'Assemblée générale de l'ONU qui aurait été ratiboisée, ou pas du tout. C'est-à-dire qu'on avait dans les deux hypothèses. Bon. Mais ça vous montre encore une fois que ce mécanisme décisionnel est un champ d'étude qui, moi, m'a beaucoup passionné, encore une fois, parce que j'ai su comment fonctionnaient les gens, j'ai participé à certaines décisions, etc. Donc, aujourd'hui, on est dans cette étape que j'ai essayé de dresser, c'est-à-dire le complexe militaro-intellectuel qui s'enrichit chaque jour de nouveaux intervenants. Je vous ai cité l'exemple des psys. Et encore une fois, ce n'est pas la qualité, il y a une espèce de renversement qui est l'apparition sur le plateau télé, fait l'expert. Ce n'est pas le contraire. Hein. Bon. Alors, ça, c'est le processus général, si vous voulez, qui m'a amené à vendre la guerre, puisqu'effectivement, c'est des techniques commerciales. L'arrière-fond stratégique est moins important qu'il l'était dans une époque de guerre froide, parce qu'évidemment, tu voyais bien qu'il y avait toujours le risque que l'autre intervienne. Mais même les guerres de décolonisation, on les a pensées dans un contexte est-ouest. Alors ça pouvait être vrai pour le Vietnam, pour l'Algérie, c'était évidemment pas vrai, mais ça n'empêche. Il fallait quand même se trouver une bonne justification. Bien évidemment, l'Algérie, c'était la France, la Mitterrand l'avait dit. Bon, je suis pied noir, donc évidemment, je sais que l'Algérie, c'était la France. Mais il a fallu quand même se rendre compte, au bout de 8 ans de guerre, que finalement, le simple déclenchement de la répression qui a enchaîné ensuite la guerre, il a fallu des années avant qu'on reconnaisse une légitimité à ce qu'on appelait les terroristes. Rappelez-vous, au début, c'était des terroristes. On ne peut pas parler avec des terroristes, on ne négociera jamais avec des terroristes. Donc, vous voyez comment le qualificatif, c'est comme celui de génocide, si vous voulez, c'est devenu un terme fourre-tout, dans lequel le premier qui accuse l'autre de terrorisme a gagné. Mais, encore une fois, le terrorisme, ce n'est pas un ennemi, c'est une méthode d'action, c'est la méthode du faible au fort, et donc, à chaque fois qu'on ne cherche pas l'explication derrière l'action, on se cache, si vous voulez, et on s'interdit d'interpréter. Alors, ça, c'est pour le premier bouquin. Le deuxième, c'est celui que je viens de sortir et qui est beaucoup plus court. Alors, ça, il est bien, vous pouvez l'acheter, il est facile à lire. Bon. Cela dit, je l'ai relu pour venir ici. J'en ressors désespéré. Je me suis dit, merde, j'ai écrit tout ça. Et au bout du compte, je m'aperçois que rien n'a bougé. C'est-à-dire, dans ce complexe militaro-intellectuel, vous voyez bien que la question de l'islam politique, enfin surtout de l'islamisme radical,
est quelque chose qui met tout le monde en difficulté. Tout le monde en difficulté puisque, évidemment, à chaque fois que le terme est utilisé, il y a toujours la conjonction que ça ne peut être, de toute façon, ça déborde sur l'islam. Et je vais vous en citer un exemple. Je travaillais avec une fille, une jeune d'origine maghrébine, sur la radicalisation. Et comme moi je suis pied noir, un jour je lui demande d'où est originaire votre famille, parce que je savais qu'elle vivait en France, mais enfin d'où est originaire, parce que, histoire de localiser sur ma vieille connaissance de l'Algérie. Elle me dit, si j'avais un nom juif, est-ce que vous m'auriez posé la question? Tu vois ce qu'elle me disait? Elle me disait, vous voyez que c'est votre regard autant que la réalité qui vous préoccupe. Et j'étais mouché parce qu'elle avait raison. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, on va aller vers le musulman le plus proche en lui disant, bon, alors que vous en pensez, vous? Je vais dire, écoutez, moi je suis citoyen français, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de particulier? Tu vois, c'est cette fabrication de l'opinion qui m'intéresse parce que l'autre fois j'ai choqué sur une chaîne d'infos en continu parce que j'ai dit, quand Netanyahou donne l'instruction à 1 million de Palestiniens de se déplacer sur 20 km, sur une bande de 40 km sur 20, 1 million de personnes, c'est de l'épuration ethnique. Les mecs m'ont dit, mais enfin, vous n'y pensez pas, c'est pas du tout pareil. J'ai dit, écoutez, quand les Azerbaïdjanais font avec les Arméniens, on le dit. Pourquoi on ne le dit pas pour Netanyahou? Le mec me dit, mais non, c'est pas pareil. Mais l'Azerbaïdjan, c'est une dictature. L'Israël, vous croyez que pour les victimes, ça fait une différence? Tu vois ce que je veux dire? Le point de vue des victimes n'est jamais pris en compte. C'est-à-dire que si la légitimité officiellement stratégique est suffisante, alors le pire, c'est qu'à la sortie du débat, ces faux culs sont tous venus me voir en disant, t'as raison, malheureusement, on ne peut pas le dire. C'est incroyable. Tu avais des gens qui avaient toujours une place assise dans ces chaînes d'infos en continu, mais qui se disaient, si jamais je sors des clous, je perds ma place. L'autre fois aussi, pareil, à propos de Gaza, donc tout le monde se reconnaît que c'est un ghetto à ciel ouvert, que c'est une population, vous savez, Gaza, c'est la taille du territoire de Belfort, pour parler en français. Territoire de Belfort, il y a 50 000 personnes. À Gaza, il y a 2 300 000 personnes. Ça fait un peu plus chargé quand même. Et donc, quand vous avez presque 50 à 60% de la population qui vit de l'aide internationale, la définition du ghetto est vraie. Alors l'autre fois, j'ai choqué en disant, mais regardez, vous, juifs, vous savez bien qu'est-ce qu'est le ghetto de Varsovie, quand les Allemands ont enfermé les juifs dans le ghetto de Varsovie, qu'ils ont privé de tout, et qu'à la fin, ils se sont révoltés. Puisque tu te souviens que dans la fin, c'est les juifs du ghetto qui vont essayer de se révolter avec les quelques armes qu'ils avaient. Mais pareil, ils me disaient, mais oui, mais attendez, ça c'était les nazis. Pareil, vous croyez que les victimes, ça change quelque chose? Vous voyez ce que je veux dire? Cette idée de la comparaison qui me paraît une dimension absolument essentielle de l'analyse actuelle, c'est-à-dire tu ne peux pas te satisfaire du fait que le camp du bien a toujours raison et qu'il n'a que des pratiques morales, etc. etc. Donc, le droit de la guerre évolue, ça c'est une évidence aujourd'hui. C'est-à-dire que, on l'a vu avec le Nuremberg, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des pratiques qui devaient être condamnées sous la définition du génocide, les crimes de guerre, etc. etc. Bon. Mais pensez par exemple que le viol était considéré comme un dommage collatéral. Tu sais que quand par exemple les Russes arrivent à Berlin, on va dire qu'il y a 1 million de femmes allemandes qui ont été violées. Bon, jamais personne m'a fourni les statistiques sur les viols commis par la Wehrmacht. Si tu veux, en Russie, comme chacun sait, la Wehrmacht était composée de gentlemen qui n'osaient pas toucher aux femmes. Tu vois comment on construit une thématique. Les Russes, par nature, sont des violeurs. Je leur dis, mais vous avez les statistiques pour la Russie? Non, ne changez pas de sujet. Donc, vous voyez, on est sur ce genre de choses. C'est un monde dans lequel il n'est pas toujours facile de faire entendre ce qu'on pense être une réalité. Et donc, le viol n'a été considéré comme crime de guerre qu'à partir de la Yougoslavie. Ça veut dire qu'il a fallu attendre 90 pour qu'on considère que ce n'était pas un espèce d'avantage, le repos du guerrier, si vous voulez, que le viol n'était pas une pratique acceptable. Bon, et donc on a eu les premiers procès, puisqu'il y a eu ces camps construits par les Serbes, etc. Mais la Yougoslavie fait partie justement de cette guerre qu'on a eu du mal à penser. J'en ai parlé avec Védrine, parce que tu sais qu'au départ, Mitterrand était réticent. Pourquoi? Parce que Mitterrand se disait, le modèle de Tito est celui qui a garanti la paix entre ces populations pendant une cinquantaine d'années. Est-ce qu'on accepte qu'il éclate? On avait le passé, on savait que les Serbes et les Croates, pendant la guerre, ils ne s'entendaient pas, que les Croates avaient collaboré avec les Allemands, etc. Donc il avait une interrogation qui était légitime historiquement, parce qu'il avait une dimension historique, mais que par contre, évidemment, vu dans le système français, tu avais les gens qui l'accusaient de rien faire, et les autres qui disaient, mais oui, mais en fait, il est pro-serbe. Alors on disait il est pro-serbe parce que pendant la guerre de 14, les Serbes avaient été avec nous.
Tu parles, le pauvre Mitterrand, il n'était pas né pendant la guerre de 14. Et puis ensuite, il y avait ce passif qu'on retrouve en Ukraine. Les Croates ont été pro-nazis. Bah, oui, comme les Ukrainiens d'ailleurs. Bah, pour une raison assez simple, c'est quand tu as été maltraité, le mec qui t'envahit, c'est l'ennemi de ton ennemi, donc ça devient ton ami. On l'a vu en Ukraine, où les mecs, après avoir vécu la famine, le cannibalisme, etc., quand ils ont vu arriver les Allemands, ils ont pris comme des libérateurs. Et la première cible, c'était les commissaires politiques. Alors après, on peut ressortir l'argument en disant « mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, tout ça, machin ». Mais donc, vous avez des gens qui vont chercher argument, si vous voulez, pour une posture qui n'a d'effet que médiatique, puisqu'encore une fois, ce n'est pas Bandera, ce n'est pas ça qui va changer la donne en Ukraine. Mais vous voyez que ce champ du débat intellectuel que constitue le plateau télé, et celui qui va jouer, si vous voulez, à la fois sur un argumentaire historique, sur un argumentaire politique, sur une connaissance parfois très partielle de la réalité de terrain. Mais c'est pas grave, la Terre est plate, Paris est le centre, et donc si on décide une chose ici, c'est que ça doit être bien. Tu vois. Donc voilà un peu la chose la démarche, si vous voulez, qui m'a motivé. Alors pour ça, comme dans ce débat, vous avez cette gêne dans le rapport entre islam politique et, enfin plutôt entre salafisme et islam. Vous savez très bien que le salafisme est la conception saoudienne de l'islam. Hein, on ne dit pas wahhabite parce que sinon ce serait accuser les Saoudiens. Non, on sait que les Saoudiens sont des profonds démocrates. Donc vous vous souvenez l'histoire de Abd al-Wahhab, le type au XVIIIe siècle. Le seul pays qui n'avait jamais été colonisé, c'était le Hedjaz. Et lui, il dit ben, le seul véritable islam, c'est le nôtre, puisque nous, on n'a jamais été colonisé. Rappelez-vous que le calife était ottoman à l'époque. Alors, on pensait que les Turcs puissent bien avoir une bonne pratique de l'islam, c'était inimaginable. Donc il va développer cette conception radicale que tu connais, celle du salafisme, où effectivement le seul bon islam est celui qui était pratiqué par les compagnons du prophète, les compagnons bien éclairés, les salafs. Et donc, enfin, sur les 4 premiers, il y en a 3 qui meurent de mort violente. Mais ça, c'est pas grave, il ne faut pas se pencher trop sur l'histoire. Bref, cette diffusion du salafisme va historiquement s'intégrer dans la guerre froide. C'est-à-dire que, rappelez-vous, le grand homme du monde arabe, c'était Nasser. Et Nasser, il disait, mais les Arabes feraient mieux de s'occuper des pays du Golfe que de s'occuper d'Israël. Alors, tu parles que l'écho que ça a eu dans les pays du Golfe. Et donc, la première posture de l'Arabie saoudite dans sa diplomatie religieuse, ça a été d'empêcher la diffusion du socialisme arabe. C'est pour ça que tu trouves dans la bande sahélienne aujourd'hui tous ces imams qui ont été formés à l'université islamique de Médine, dont Diko, le type qui est au Mali, a refusé de condamner l'attentat du Radisson Blu. C'est-à-dire que tu as aujourd'hui peuplé dans cette région du monde des gens qui sont des salafistes, qui vont évidemment critiquer la présence française, mais encore une fois, c'était une époque où l'objectif était d'enfermer le socialisme arabe dans sa diffusion. Et donc, on était dans la guerre froide, la religion est un obstacle au communisme, comme chacun sait. Donc on a béni cette politique religieuse. Alors, comme Nasser possédait l'université Al-Azhar, qui possédait la Ligue arabe, etc., les Saoudiens ont créé en miroir la Ligue islamique mondiale, l'université islamique de Médine, etc., etc. Et l'université islamique de Médine présentait un avantage par rapport à Al-Azhar, c'est que tu avais une petite pension, tu touchais quand même. Donc déjà, c'était bien, tu étais logé, c'était bien aussi. Mais ce qui est rigolo, c'est que le dispositif interdisait aux types de demander la nationalité saoudienne. Ils avaient dans leur contrat l'obligation de retourner pour faire de la prédication. Donc, si vous voulez, à obtenir la nationalité saoudienne, vous pouvez toujours courir. Il ne faut pas plaisanter sur des sujets aussi sensibles que celui-là. Mais il reste que pendant toute cette époque de la guerre froide, c'était le grand allié. Et vous voyez bien la difficulté qu'on a eue à pouvoir prendre en compte la dimension de l'Arabie saoudite, puisque aujourd'hui encore, ni après les attentats du 11 septembre, ni après l'affaire Khashoggi, personne n'a osé mettre en accusation l'Arabie saoudite. C'est quand même fascinant, parce qu'encore une fois, ce complexe militaro-intellectuel, tu pourrais t'attendre à ce qu'il l'ouvre. Non, pas du tout. On est dans quelque chose où, est-ce qu'on a peur d'apparaître comme islamophobe si on critique l'Arabie saoudite? Est-ce que si, est-ce que ça? Je n'en sais strictement rien, mais... Alors, je me suis aussi penché sur le cas de la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite et surtout de la communication de l'Arabie saoudite. J'ai fait un bouquin qui s'appelle « Comment vendre un pays invendable », parce que c'est vrai que c'est difficile d'argumenter autour de l'Arabie saoudite. Alors pendant longtemps, l'Arabie saoudite considérait qu'elle n'avait pas à communiquer, elle tenait les lieux saints, donc ce prestige effectivement dans le monde arabo-musulman suffisait, il n'y avait pas de politique de communication. Le problème commence à se poser évidemment après le 11 septembre. Et dès le 12 septembre, il y a une compagnie américaine de communication qui était plus astucieuse que les autres, qui va voir l'ambassadeur d'Arabie saoudite en disant « Vous savez, ça va mal vos affaires, vous devriez faire gaffe parce que vous allez avoir un rapport du Congrès, vous allez voir ça. »
Bref, il arrive à convaincre, tu vois, le 12 septembre, c'est un rapide, lui, hein. Il arrive à entrer en contact avec l'ambassadeur et effectivement, il va obtenir un contrat. Cette société s'appelle Corvis, c'est maintenant une filiale de Madame Badinter, non, c'est pas Havas, c'est Publicis. Bon, Corvis va se charger essentiellement d'aller au Congrès et ils vont réussir une performance extraordinaire, toujours pour préserver l'Arabie Saoudite. C'est que les 28 pages du rapport de Congrès qui est dédié à l'explication du rôle qu'avait joué l'ambassade par rapport au groupe terroriste vont être classés secret défense. Secret défense, par le président évidemment, hein. Ce n'est que Obama, 14 ans plus tard, qui les déclassifiera et qui les sortira. Donc tu vois ce mécanisme extraordinaire de blocage sur la communication sur l'Arabie Saoudite. Alors si on peut trouver une responsabilité de l'Iran, ça marche. Si tu dis j'ai vu un Iranien à l'horizon, il s'est approché des avions, ça suffit. Mais là, tu te rends compte que l'Arabie Saoudite va se rendre compte évidemment que si tu veux rester dans cette espèce d'isolement majestueux où on pensait que tout ça ne nous concernait pas, avec l'affaire Khashoggi, le mec découpé en morceaux dans un consulat saoudien, avec en plus un consulat sonorisé par les Turcs, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les Saoudiens disaient non, non, il est parti, regardez, les autres disaient non, non, c'est pas lui, regardez à l'aéroport, c'est pas lui, etc. Et donc on va connaître cette affaire Khashoggi où là aussi, on sait que l'instruction est venue de Mohammed Ben Salman, mais personne n'a mis en accusation Mohammed Ben Salman. C'est-à-dire que tu vois que cette capacité des boîtes de com et surtout de cet extraordinaire protectionnisme saoudien. Alors, l'Arabie Saoudite, donc quand même, qui a compris son retard à l'allumage, a passé contrat avec les 4 plus grosses boîtes mondiales de communication. C'est-à-dire, les 5, il y en a 3 américaines et les 2 françaises, Havas et Publicis. Et donc, Publicis a racheté Corvis et Mme Badinter continue à expliquer qu'il faut défendre le droit des femmes partout. Alors un jour, on lui a posé la question, elle a dit moi, je n'irai jamais en Arabie Saoudite, donc je ne serai pas obligé de porter le voile. Bon. Donc, si vous voulez, voilà où on en est. C'est encore une fois dans ces mécanismes qui eux, m'intéressent, c'est-à-dire, encore une fois, cette capacité à jouer sur l'opinion pour faire disparaître. Alors, parce que l'originalité de la politique de communication de l'Arabie Saoudite, c'est qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite. Puisque c'est ça le résultat, c'est que jamais on ne voit apparaître une responsabilité de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est quand même un chef-d'œuvre d'hypocrisie. Voilà, et donc celui-là, c'est sur le salafisme, parce que justement, je suis parti du principe que quand on relève les différentes formes de séparatisme qui se manifestent de plus en plus à différentes structures de l'État français, qui peuvent être les enfants à l'école, qui peuvent être les femmes dans le milieu hospitalier, qui peuvent être les refus d'hommes qui sont examinés ou auscultés ou traités par des hommes, enfin bref, toutes ces manifestations qui n'ont cessé de se multiplier. Avec chaque fois des signalements, c'est-à-dire des types qui disent « mais attendez, regardez ce qui se passe », etc., ou des prières dans des lieux publics comme des hôpitaux, etc. Il y a donc une montée de ces manifestations séparatistes qui, à chaque fois, tentent à imposer que la pratique religieuse doit l'emporter sur la loi républicaine. Alors, la France est le pays qui a la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse communauté chinoise, la plus grosse communauté arménienne, la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté vietnamienne, etc., des pays de l'Union européenne. Or, on a des problèmes qu'avec une partie de la communauté musulmane. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des intellectuels pour dire les musulmans sont persécutés, tu leur dis, attendez, les autres, pourquoi les autres ne demandent pas des droits dérogatoires? Pourquoi les Arméniens ne demanderaient pas avoir des repas arméniens pour les élèves dans les écoles? Pourquoi les Juifs ne demanderaient pas des repas cachers dans les écoles, etc. Donc on est dans une posture séparatiste qui ne concerne que cette partie de la communauté musulmane. Et donc, au lieu de se mettre dans un état de culpabilisation, de pénitence, de repentance, etc., pour lequel le complexe militaro-intellectuel aime beaucoup se flageller, moi je dis non, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se battre sur tous les thèmes de la laïcité, parce qu'encore une fois, ce n'est pas en cherchant un aménagement qu'on va s'en sortir. Quand tu as un élève qui conteste la vision d'un prof d'histoire, tu peux essayer de lui demander pourquoi il la conteste, mais en fait, il la conteste parce que c'est l'enseignement qui lui est diffusé. Alors, on a connu, j'en termine là-dessus, les 2 cas les plus intéressants, qui sont les 2 assassinats de profs. Pourquoi? Parce que l'un, c'est un Tchétchène. Alors, tu te dis, mais quel est le rapport entre la France et la Tchétchénie? Les Tchétchènes, ils ont été accueillis par la Cour nationale du droit d'asile, parce que s'ils ont été massacrés par les Russes, c'est que c'est des persécutés, donc on leur donne le droit d'asile. Le gosse arrive ici à 2 ans, et il va ensuite aller assassiner, décapiter un prof qu'il n'a jamais eu, simplement parce qu'il a entendu dire que. Donc il s'est radicalisé dans sa famille, pas à l'école républicaine. Ensuite, vous avez toute la chaîne, si vous voulez, de cette imprégnation du salafisme, c'est que le gosse ment à son père.
en disant le prof il a dit ça alors qu'il n'avait pas assisté au cours. Le père allume un type qui s'appelle Schnina, qui était une espèce d'agent d'influence, si vous voulez, qui va allumer lui-même d'autres gens, etc., etc. Et donc immédiatement il va y avoir cette espèce de dénonciation du rôle de Samuel Paty, qui encore une fois n'a fait que son travail de prof, c'est-à-dire ouvrir un débat avec ses élèves sur le droit de la caricature, le blasphème, etc. Vous connaissez la fin de l'histoire, il vient, il décapite Samuel Paty, il est abattu par la police, le père le félicite son fils pour ce qu'il a fait, et toute la famille prend ses petites affaires et retourne en Tchétchénie. Il retourne en Tchétchénie, donc vous dites, il manque une case, quoi. L'Ingouche, on est dans la même situation, la famille Mogouchkov devait être expulsée, le père l'avait été, la famille devait l'être aussi, mais mobilisation des ONG droits de l'homiste. Vous n'avez pas les expulser, c'est scandaleux, etc., etc. Ils étaient prêts d'embarquer dans l'avion. Donc le préfet recule, résultat du match, ils vont rester en France, le fils va venir et assassiner ce prof. Aucune des ONG ne s'est jamais excusée pour avoir défendu ça. Aucune. C'est-à-dire que la conscience morale dans laquelle se sont installées les ONG droits de l'homiste, c'est de dire, mais attendez, nous on a défendu les principes. Alors, oui, vous avez vu la réalité, les principes ne collent plus avec la réalité. Non, ce n'est pas pour autant qu'il faut s'excuser. Tu vois, donc on est dans ce basculement complet dans les positionnements de faiseurs d'opinion. Il y a eu un cas aussi comme ça d'un type qui s'appelait Mohamed Attar, qui était parti en Syrie, revenu, on avait raconté qu'il était malade, qu'il fallait le faire soigner, enfin bref, le gouvernement français le fait rentrer. Le type, à peine arrivé à Paris, il disparaît, on le retrouve en Tunisie en train de faire du trafic d'armes. Il va être abattu par un drone américain. De toutes les associations humanitaires qui s'étaient mobilisées pour le faire venir en France, pour le soigner, alors qu'il n'était pas malade, il n'y a que Amnesty qui se soit excusé. Ils ont dit, nous, on avait demandé simplement qu'il soit soigné. Donc vous voyez ce paysage que j'essaye de décrire, c'est celui-là qui m'intéresse, c'est-à-dire quand vous avez effectivement cette multiplication des postures séparatistes, et que ces postures séparatistes s'inscrivant dans une posture victimaire, si on vous empêche d'eux, c'est parce que vous êtes une victime, c'est la légitimation de la violence qui va ensuite apparaître, si vous voulez, avec des manifestations spontanées. Donc il y a, à la différence de beaucoup d'analystes, moi je considère que ce n'est pas le conflit en Israël qui motive, c'est une espèce de vérole qui s'est installée dans le système français et qui est capable de générer elle-même ses propres terroristes. Voilà. Bon, j'ai assez causé là. Alors ce qui était rigolo, c'est que j'avais appelé ce bouquin « Est-ce si grave ?» L'éditeur m'a dit non, ça ne va pas, être si grave. Décrivez ce que ça contient. Je dis, ça reste en sous-titre, ça reste est-ce si grave, quoi. C'est l'interrogation majeure. Voilà. Merci. S'il y a des questions, éclaircissements, débat. J'ai une question, mais c'est parce que j'ai jamais compris en France. Quels sont le rôle des lobbies en France sur les décisions de l'État? Parce que, en principe, les décisions d'État, ça doit être fait par les administrations spécialisées dans tel ou tel souci. Mais aux États-Unis, c'est très très clair. On voit comment ça marche. Mais en France, c'est très très ambigu. Oui, c'est vrai. Si vous voulez, aux États-Unis, au Congrès, un lobby a le devoir de se déclarer. Donc l'AIPAC est un lobby considéré comme acteur normal de le processus politique. En France, non seulement il n'y a pas de charte éthique pour les élus, ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de déclarer quand ils se reçoivent, qu'ils sont invités, etc., etc. C'est en cours en ce moment. Et puis surtout, les lobbies ne sont pas obligatoirement, même s'ils sont structurés, ne sont pas obligatoirement à se déclarer pour pouvoir aller dans le lieu politique qui est l'Assemblée ou le Sénat. Donc, si vous prenez dans l'ordre, par exemple, il y a un lobby qui est très important, qui est le lobby arménien, par exemple. On le voit bien sur le cas de l'Azerbaïdjan, où effectivement, tout homme politique doit prendre fait et cause pour les Arméniens. Alors, en plus, ce schéma correspond exactement à ce qu'on veut, parce que vous avez une dictature d'un côté, vous avez une démocratie de l'autre, etc. Alors, les Arméniens utilisent le génocide de 1915. Alors, ils disent oui, mais à l'époque, l'Azerbaïdjan était russe, donc ils n'ont pas participé au génocide, donc c'est difficile. C'est comme quand les Juifs utilisent la Shoah sur les Palestiniens. Bon. Ensuite, dès l'indépendance, dès l'éclatement de l'URSS, c'est l'Arménie qui va attaquer l'Azerbaïdjan pour faire la jonction avec, vous savez, le Nakhitchevan, avec le Haut-Karabakh. Et donc, ils vont prendre 13% du territoire azerbaïdjanais. Bon, on pense ce qu'on veut d'une dictature, on peut ce qu'on veut d'une démocratie, mais enfin, quand tu es dans un pays dont tu dois peut-être 13% de ton territoire, tu peux considérer que ça peut te rendre chagrin, si tu veux. Or, l'Arménie n'a aucune ressource, l'Azerbaïdjan est un pays pétrolier.
Donc très rapidement, les Azerbaïdjanais, qui n'avaient pas d'armée en 91, puisque c'était l'armée rouge, vont se doter d'une armée, etc. Et donc ils vont jouer le match retour. Et le match retour, vous le connaissez, c'est finalement la seule manière que les Azerbaïdjanais connaissent pour résoudre définitivement ce problème, hérité de Staline, hein, petit commissaire aux nationalités, qui avait toujours ce souci de découper des petits morceaux dans des États pour qu'ils aient toujours le pouvoir d'intervenir quand il y aurait des problèmes. Donc la solution, malheureusement, c'est celle à laquelle ils sont en train d'aboutir, c'est-à-dire à vider le Haut-Karabakh de sa population arménienne. Donc on se dit, comparons les situations identiques, si vous voulez, c'est-à-dire, on voit bien qu'effectivement c'est une épuration ethnique pour ce qui est en train de mener l'Azerbaïdjan, mais on est un peu dans la même interrogation vis-à-vis de ce qui se passe sur Gaza. Il suffit que les Égyptiens ferment la porte, qui est la seule qui soit accessible sur Gaza, même l'aide humanitaire ne peut plus passer à ce moment-là. C'est-à-dire, une population qui vit dans une situation de misère comme la population gazaoui, on ne peut pas s'étonner du fait qu'à un moment elle explose. Mais oui, mais vous avez vu les horreurs. Je dis, regardez le début de la guerre d'Algérie, on a commencé pareil. Le massacre, machin, terroristes, on ne discutera pas avec les terroristes. Donc la question aujourd'hui, le score doit être à peu près de 1500 Israéliens ou 1200 Israéliens tués pour 10 000 Gazaouis, donc je ne sais pas quand ça va s'arrêter le match. L'épisode dont parle Farhad, c'est Ahmad, c'est le cas de 2 jeunes filles qui rattrapent un bus qui venait de partir, qui demandent à ce qu'on ouvre la porte pour qu'elles puissent monter. Le type refuse. Et je crois qu'il lui dit « t'as qu'à bien t'habiller », quelque chose comme ça. Mais enfin bref, il passe comme ça. Les filles hésitent. Finalement, le père décide de déposer plainte, d'écrire à la RATP, etc. Les images du bus à ce moment-là n'étaient plus disponibles, on ne connaît pas l'histoire, mais le chauffeur dit « mais non, c'est parce que je ne sais pourquoi, il pleuvait, il mouillait », enfin bref, une excuse comme ça. La CGT solidarise avec le chauffeur du bus. Et en fait, l'histoire, qui est une posture séparatiste classique, qu'on a retrouvée par la suite, des chauffeurs qui, par exemple, refusent de s'asseoir dans un bus qui a été conduit par une femme avant, tu vois. Donc on a la multiplication de ces postures séparatistes. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Tu t'aperçois, par exemple, la CGT qui défend le chauffeur. Tu dis, ouais, ça c'est un fonds de commerce, mais enfin, ils auraient moins pu essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Non. Et pareil, si tu veux, dans ce qui se passe dans l'enseignement, tu t'aperçois que le clivage des syndicats qui acceptent la réalité du problème ou qui la dénoncent en disant il ne faut pas amalgamer, il ne faut pas stigmatiser, etc., tu t'aperçois que ça ne correspond pas à un découpage politique. L'ancienne gauche qui s'était battue pour la laïcité, si tu veux, aujourd'hui est une espèce de tolérance à l'égard de toutes ces manifestations religieuses, avec une espèce de conception en disant mais finalement, est-ce si grave, tu vois? Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, ouais. En tout cas, ça, allez-y. J'ai 2 questions. La première, c'est un petit peu, j'ai pas très bien compris votre conclusion Ouais. sur votre deuxième livre. De celui-là Non, l'état du salafisme. Ouais. À propos du rapport entre le salafisme et l'Arabie Saoudite, est-ce que vous plaidez en faveur d'un changement de la politique française envers l'Arabie Saoudite? Parce que pour nous, les Iraniens, on est un petit peu jaloux toujours des Saoudiens, du sort que nous a réservé notre image internationale par rapport aux autres. Et une deuxième question vraiment plus théorique, c'est en fait votre attitude sur l'essence de la politique. Ce que vous êtes en train de décrire, est-ce que ce n'est pas de la politique comme ça l'a toujours été? Il y aura toujours un autre et on fait la guerre avec l'autre. En fait, c'est vraiment dans la théorie politique, c'est vraiment une des explications pour la politique. L'essence de la politique, c'est toujours l'autrui et le droit aussi, la moralité joue toujours avec cette essence de la politique. C'est vraiment la politique qui est essentielle. Après, le droit et la moralité se construire à partir de cette autrui fondamentale ça a rapport avec l'identité historique d'un peuple ou l'économie aussi parfois, mais pour le moment, je pense peut-être une partie de ces choses, ça a rapport avec le fait que les Occidentaux ont perdu un petit peu la supériorité économique sur les autres parties du monde. On a besoin de cette mythologie politique que nous sommes les biens hérités vraiment de la Deuxième Guerre mondiale, la supériorité de la modernité occidentale envers les autres modes de pensée. Je crois qu'il y a deux aspects dans votre question. Bon, le fait qu'effectivement l'Occident a beaucoup de mal à se considérer qu'il n'est plus le grand ordonnateur de la planète. Que ce soit en Afrique pour la France, que ce soit en Asie ou dans le monde arabo-musulman, etc. Ça, c'est une chose. Mais moi, ce qui m'a intéressé,
dans l'un des premiers livres que j'ai écrit, qui s'appelle La fabrication de l'ennemi, c'est comment est-ce qu'on détermine cet ennemi. Or, on s'aperçoit que selon que le contentieux est par exemple territorial, l'Alsace-Lorraine entre l'Allemagne et la France, les grands faiseurs d'opinion sont les historiens, les géographes, les juristes, les historiens qui disent cette terre a toujours été française, les géographes qui disent d'ailleurs le Rhin, regardez, ça passe là, les juristes qui disent mais d'ailleurs les accords de 1692 faisaient de l'Alsace une province française. Bref, quand vous êtes dans un conflit, une guerre de religion, une guerre civile, vous apercevez que la dynamique de la guerre, c'est qu'il faut tuer ton voisin avant qu'il te tue, puisque ton ennemi est chez toi. Et donc les guerres civiles sont beaucoup plus meurtrières, parce qu'encore une fois, c'est du massacre décentralisé. Bon. Quand vous êtes dans une guerre de religion, bien évidemment, vous avez d'autres fabrications de l'opinion, et évidemment, chacun va se raccrocher à la légitimité de son interprétation de la religion, de son Dieu, etc. etc. Et donc, chacun va se proclamer religion de paix et d'amour, et en leur tapant sur la gueule. C'est-à-dire, c'est prodigieux de penser combien ces religions, toutes, quelles qu'elles soient, par exemple, le bouddhisme. Le bouddhisme, pour nous, c'est Matthieu Ricard, le Dalai Lama, etc., cet grand sage, si vous voulez, de l'histoire universelle. Je suis allé au Myanmar, en Birmanie. L'ambassadeur était un copain. J'ai vu les bouddhistes radicaux. Mais c'est incroyable. Ce sont des fachos. Et leur cible, c'est ces pauvres musulmans qui avaient été importés par les Anglais au moment de la colonisation parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre pour travailler sur les plantations de thé. Quand la Birmanie est devenue indépendante à la décolonisation, les Birmans ont dit « attendez, ces gens-là, ils ne sont pas de chez nous ». Et donc, ils n'ont pas voulu leur donner la nationalité birmane. Et ces types sont des apatrides depuis 52, 53, quelque chose comme ça. Or, ce sont des gens que personne ne défend. Parce que comme ils sont arrivés du Bangladesh, le Bangladesh dit « mais attendez, nous, ils ne sont pas de chez nous, on ne les récupère pas ». Et ils vivent dans des zones inondables, dans des camps de réfugiés, mais il n'y a pas un BHL disponible. Qui va défendre les Rohingyas? Qui va aller comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire effroyable de ces pauvres types qui n'ont aucun intellectuel, qui n'ont produit aucun intellectuel, etc. Vous voyez comment la classification des crises est faite par ces intermédiations. Et je ne sais pas si vous avez vu le film de Barbara Schroeder qui s'appelle le Vénérable Viratu, le Vénérable W plutôt, il a pas... Le type, c'est extraordinaire. Il te tient un discours d'un Racine que tu ne pourrais pas tenir ici. Tu serais immédiatement inculpé. Non, là, ça marche. Et pareil, tu t'aperçois qu'en Inde, l'hindouisme, porté au pouvoir avec le gouvernement Modi, le BJP, considère que les 120 millions de musulmans n'ont rien à faire sur ce territoire. 120 millions, ça fait une grosse minorité quand même. Hein, n'ont rien à faire sur ce territoire, puisque pendant 5 siècles, ils ont exercé le pouvoir. C'était les Mongols, c'était les conquêtes arabes, etc. Et donc, tu sais que quand va commencer le mouvement pour l'indépendance, se pose tout de suite la question de savoir, puisque rappelez-toi, les Indes, c'était le Pakistan, le sous-continent et puis le Bangladesh. Donc la question qui va occuper le mouvement indépendantiste, c'est qu'est-ce qu'on fait des musulmans? Et donc tu vas avoir effectivement une expression, j'ai oublié le nom, comment il s'appelait le leader musulman à côté de Gandhi? Mohammed Ali Jinnah. Oui, c'est ça. Et donc lui, il va plaider pour l'existence d'un État indépendant, alors que Gandhi était plutôt dans l'idée d'une espèce de fédération, etc. Eh bien, quand il va accepter la création du Pakistan, il va être assassiné par un radical hindouiste, parce qu'il a accepté la création du Pakistan. Et rappelez-vous que l'Inde, c'est le pays de la non-violence, sauf qu'ils ont fait plus de guerres que la Chine. En particulier l'invasion de Ceylan, en particulier la guerre pour séparer le Pakistan, etc. Donc vous voyez comment une mythologie peut se poursuivre comme ça indéfiniment. Donc c'est ça qui m'amuse, quoi. Les victimes de partition de l'Inde et du Pakistan, c'est à peu près 29 millions. On dit souvent ça. Tu veux dire de gens morts dans la... 29 millions de victimes dans la partition. Ben ouais. Et aujourd'hui, ça fait depuis plusieurs décennies que nous sommes fixés au point de vue international sur la partition d'une partie de la Palestine entre Palestine et Israël. Et je m'excuse, le Pakistan, il y a un jeu de mots, c'est le premier mot de 3 provinces qui s'appelle Pakta, je ne sais pas quoi, qui fait Pakistan, mais en même temps c'est le pays des purs. Ouais. L'allié fantastique de toutes les coalitions militaires occidentales pendant 50 ans. Personne ne pose la question qui est c'est un pays des purs. Les autres sont des najes. Ouais. Ouais. Bon, le salafisme, de toute façon, je vous dis, c'est la version officielle du wahhabisme. Hein. Il n'y a pas de distinction entre le wahhabisme et le salafisme. Simplement, effectivement, en exportation, c'est comme il y a des produits qu'on requalifie pour l'exportation, c'est une manière de ne pas remonter à l'Arabie Saoudite. Moi, j'en suis convaincu. La deuxième chose, c'est que
la politique française à l'égard de l'Arabie Saoudite est la même que tous les autres Occidentaux. Il n'y en a aucun qui se risque à fragiliser ses relations avec l'Arabie Saoudite, quelles que soient les horreurs que commet le régime. On a un mec qui s'appelle Raif Badawi. Le type, il s'est permis simplement de demander sur les réseaux sociaux la liberté de conscience. On ne plaisante pas avec ces choses-là en Arabie Saoudite. Donc il a été condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet. 1000. C'est-à-dire que tous les jours, on le sort de la prison pour le fouetter. Je ne sais pas par dose de combien, mais enfin, il en a 1000 à prendre. Il n'y a pas un intellectuel français qui s'est mobilisé pour ce type. Pas un. Et il y en a plein d'autres, des exemples comme cela. Mais, je ne sais pas, il y a une espèce de creux, si vous voulez, de vide dans la... Alors, je suis d'autant plus à l'aise, si vous voulez, pour en parler, que sur le cas de l'Iran, vous avez exactement le phénomène inverse. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose quelque part, c'est que ça doit être les Iraniens. Regardez sur Gaza, évidemment, le seul pays qui va soutenir le Hamas, c'est les Iraniens. Vous avez des preuves? Vous savez que les Iraniens sont chiites, hein. Le Hamas, c'est des radicaux salafistes. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est la question qu'on m'a posée dès le premier jour de conflit actuel. Est-ce que les Iraniens étaient derrière l'attaque de Hamas? Et j'ai dit, il y a deux raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas être. Un, si les Iraniens étaient au courant le matin de 7 octobre, soyez sûr que les Israéliens auraient su la veille, quelques jours avant, du fait même de la pénétration des services secrets israéliens en Iran, à tel point que je suis désolé, ils peuvent dire quel est les vêtements, les sous-vêtements des uns et des autres, des gens iraniens de la veille. Oui, enfin, non, attention. N'entre pas dans une vision hollywoodienne des services de renseignement. J'y ai été, je peux te dire qu'ils sont capables de faire des conneries comme les autres. Que je fais. Mais par ailleurs, j'ai dit, Hamas, c'est des frères musulmans. C'est des frères musulmans de la version le plus rigoriste, l'unité islamique des frères musulmans. La différence de Hamas, d'ailleurs, pour Hamas, un chiite, et on m'a sorti tout de suite, mais M. Khamenei a fait la traduction de Seyed Roth il y a 40 ans. Comment est-ce qu'on peut trouver une relation de cause à effet à ça? C'est uniquement mais sur ça, le je vais te plateau l'expliquer. de télévision. Si je vous montrais expert, tout de suite je retrouve qu'on voit le livre de traduction de Seyed Roth que je l'ai lu en arabe, en persan. Permettez-moi de vous dire que le livre, c'est le livre que M. Khamenei a écrit en persan pour une langue arabe de Seyed Roth dont il ne comprenait que 10% de cette langue. Fais gaffe à ce que tu racontes là. Je m'inquiète. On va devant un prof de langue zone, on va mettre les deux textes et on va dire qu'est-ce que c'est. Si je me trompe, il y a des experts qui me diront. Excusez-moi pour le salafisme de ma question. Le salafisme, est-ce qu'il aurait existé s'il n'y avait pas l'Arabie Saoudite, la relation américaine et anglaise? Je ne sais pas, parce que c'est très difficile de répondre à ce que des effets indirects, si vous voulez, d'une action américaine ou pas. Le régime saoudien, encore une fois, il était considéré pendant la guerre froide comme un barrage contre le communisme, donc on a tout autorisé à l'Arabie Saoudite, c'était considéré comme un grand allié, etc. Moi, je voudrais revenir sur le cas de l'Iran, parce que l'Iran est beaucoup plus intéressant, donc, encore une fois, pour comprendre comment fonctionne le mécanisme, si vous voulez, de mise en accusation et de diabolisation. Première chose, quand vous discutez sur l'Iran avec des gens qui, sur un plateau télé, ils ne connaissent pas l'histoire de l'Iran. C'est pas la peine. 53, ils ne savent pas ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux leur dire, oui, mais rappelez-vous, Mossadegh, le coup d'État du Shah, etc. Oui, mais enfin, le Shah, c'était un grand modernisateur éclairé. Alors tu leur dis, oui, la SAVAK, vous connaissez la SAVAK? Non. Non. Tu vois, c'est-à-dire que tu as déjà une espèce de vision biaisée. Khomeini arrive à Téhéran, 2 millions de personnes, tu dis, c'est une révolution populaire. Ah ouais, mais enfin, quand même... Or, révolution populaire pour les Français, ça devrait renvoyer à la révolution. Bon. Quand Saddam Hussein vient faire le tour des capitales, alors, épisode que vous connaissez, c'est la prise de l'ambassade américaine avec les otages. Bon. Les sans-culottes à la française, enfin bref, ça pose évidemment un problème puisqu'il y a des otages américains pris par les pasdaran, etc. Quand les pasdaran rentrent dans l'ambassade, tu connais l'histoire, ils arrivent, je me suis d'ailleurs toujours demandé comment un mec à Washington qui a dit il faut laisser tout le monde là-bas. Bon, enfin,
Encore une fois, c'est pour vous dire que les choix ne sont pas toujours rationnels. Et donc, quand ils arrivent dans l'ambassade, ils trouvent les mecs en train de déchiqueter les documents grâce au secret défense, et tu connais la fin de l'histoire. Ils vont ramasser toutes les poubelles, ils vont ramasser tous les trucs, ils vont les donner à des tisseuses de tapis pour refaire les documents. Or, ces documents montraient toutes les ingérences des États-Unis dans la vie politique iranienne. Alors tu te trouves dans un cas très intéressant en termes de l'application de la Convention de Vienne. Tu sais, la Convention de Vienne, c'est celle qui donne des statuts particuliers aux diplomates, qui leur permettent de voyager avec des passeports diplomatiques, on n'a pas le droit de les contrôler, etc. Mais tu avais deux cas de figure qui étaient des gens qui avaient été pris en otage, donc qui normalement étaient protégés par la Convention de Vienne, mais qui apportaient la preuve que ces gens-là, ils avaient passé leur temps à s'occuper de la vie politique iranienne. Donc lequel des deux, si tu veux, est une violation de la Convention de Vienne. Mais attendez, non, vous n'allez pas plaisanter, c'est prendre des otages américains qui est une... Ensuite, l'épisode intéressant, Saddam Hussein, qui était loin d'être un con, fait le tour des capitales européennes, et je me souviens, il était venu à Paris, pour dire, attendez la révolution iranienne, vous allez voir, je vais vous faire refaire ça vite fait, etc. Mais vous vous garantissez que vous fournissez les armes et il n'y a pas d'embargo. Donc, il va déclencher une guerre que vous connaissez très bien, dans laquelle on a un cas juridique très intéressant, c'est-à-dire que les Occidentaux vont mettre sous embargo l'agressé pour fournir des armes à l'agresseur. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le droit international, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. Bon, comme vous le savez, effectivement, la guerre n'est pas gagnée, il va y avoir 8 ans de guerre, 800 000 morts, etc. La guerre des pétroliers, comme parce que la guerre consommait pas mal, donc on a été obligé à un certain moment de fournir des avions qui étaient des avions de l'armée française, des avions notamment des super-étendards qui étaient dans les rangs de la marine nationale. On va fournir les navigateurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il va y avoir des soldats français qui vont monter dans les avions. Et donc, tu te dis, mais jusqu'où ça va durer? C'est-à-dire l'idée d'avoir... Qu'on ne peut pas perdre une guerre. Quand tu es enferré dans la connerie, tu vas jusqu'au bout. Et donc, on est sorti de cette guerre dans ce schéma où tu n'arrives pas à faire comprendre ici que les Iraniens puissent ne pas adorer les Occidentaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même fascinant. Mais la responsabilité concernant la guerre l'Iran-l'Irak est beaucoup plus hypocrite, beaucoup plus... Au même moment que les super-étendards sont loués avant d'être utilisés dans l'armée française à l'armée irakienne avec les pilotes, au même moment, l'Oucher vendent des pièces d'artillerie à l'Iran, malgré qu'il y a l'embargo. L'Oucher, oui, je connais, il y a une usine à Évreux. Ça veut dire qu'on est en train de vendre des armes. Oui, bien sûr. Indépendamment de la justice. Oui, mais si tu veux... de l'autre. Et c'est la même chose quand même l'affaire Iran Gate. On n'oublie pas les pièces particulières de systèmes de radar d'avion que les Américains ne pouvaient pas vendre directement sous la direction de Reagan et vendues, prélevées sur le Nicaragua et vendues après. Oui, mais il reste que si tu veux... En partie. Ça, c'est une autre histoire. Oui, mais ça, c'est le dessous des guerres. C'est-à-dire qu'effectivement, tu auras toujours des mecs qui se disent là, il y a du fric à gagner, on ne peut pas contourner l'embargo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans une situation où juridiquement, on va soutenir un agresseur pour mettre sous embargo l'agressé, c'est-à-dire le contraire du postulat même de la création de l'ONU. Tu vois, c'est ça qui me choque le plus. C'est-à-dire que tu n'as jamais eu de crise de conscience en se disant, mais finalement, est-ce qu'on a eu raison de soutenir en plus le mec qui n'a pas gagné la guerre? Il aurait gagné la guerre, on se serait excusé, mais même pas. Donc, qu'il y ait cette espèce de fossé entre la sensibilité iranienne et la sensibilité occidentale, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire entendre. Parce que de toute façon, là-bas, on sait bien que c'est les mollahs qui dirigent tout, etc. Donc, tu as tout un argumentaire pour disqualifier le point de vue iranien, puisque de toute façon, il suffit de te sortir un mollah et de dire, regardez, là-bas, c'est pas pareil, c'est des religieux qui dirigent. Tu vois ce que je veux dire? Tu le sais très bien, tu l'as vécu sur les plateaux télé. Voilà. Bien, on arrive. Alors, merci d'être venu. Ah oui, merci. Hein. Et merci encore. Ben non, je t'en prie.